Bonjour à tous, bienvenue à InNormandie, bienvenue à cette conférence qui va être très participative, donc n'hésitez pas à intervenir, à animer un petit peu cette ambiance. Je suis Emmanuel Passy, je travaille à la Caisse des dépôts, à la direction de l'investissement, et je suis plus particulièrement en charge de développer un portefeuille autour des sujets Smart City, villes et territoires intelligents. Alors, juste pour introduire mon propos, quelques éléments de contexte. Je suis accompagné de Maxime, d'Océane et de Frédéric, qui vont ensuite illustrer les aspects, ma présentation par des exemples très concrets d'intervention dans les territoires de sociétés innovantes. Les 5 métiers du groupe Caisse des dépôts, je suis obligé de passer par là, donc je vais être très rapide. Les 5 métiers du groupe Caisse des dépôts, donc historiquement une intervention en soutien des collectivités territoriales à travers des outils de prêt. Toutes les interventions à destination des collectivités territoriales, nous les avons regroupées sous une bannière unique qui est la Banque des territoires, dont on a fêté le 1er anniversaire l'année dernière. Bpifrance, que vous connaissez forcément et qui soutient l'ensemble des entreprises au niveau national, et d'autres activités qui sont un peu moins grand public, gestion d'actifs, les retraites quand même, connues de beaucoup de monde, notamment tous les fonds des retraites des fonctionnaires, et quelques filiales dont les plus connues sont Transdev et la CNP. Alors, je vous ai parlé de la direction de l'investissement, donc direction de l'investissement qui travaille sur 5 métiers également, essentiellement mobilité et transport, l'énergie et l'environnement, l'immobilier, qui est une activité historique sur laquelle nous intervenons depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, l'économie sociale et solidaire, qui est la plus récente, et enfin le numérique, dont je fais partie. Alors, le soutien au projet des territoires, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par un certain nombre d'études que nous faisons soit avec les collectivités territoriales, nous les aidons notamment à définir des plans stratégiques, à définir des schémas directeurs sur tel ou tel sujet. Nous cofinançons l'ensemble de ces actions et nous construisons des projets avec elles, soit directement avec elles, avec des montages publics-privés, soit en soutenant des entreprises privées qui ensuite sont d'utilité publique et servent les politiques et les stratégies des collectivités territoriales. L'objectif de la Caisse des dépôts à travers ces actions, c'est d'apporter des solutions de confiance aux acteurs publics locaux et de développer un écosystème de confiance autour du numérique, autour de la Smart City et autour des politiques publiques locales. Alors plus précisément, quand nous intervenons, et c'est le cas que nous allons illustrer avec les 3 sociétés qui sont présentes aujourd'hui à mes côtés, quand nous intervenons auprès de sociétés, nous intervenons en investissement avec une logique d'actionnaires actifs, d'actionnaires minoritaires, mais d'actionnaires actifs. Nous sommes là pour aider ces sociétés à se développer, pour les aider à rencontrer les collectivités territoriales, à rencontrer leurs marchés, à rencontrer les opérateurs urbains. Nous intervenons au capital, donc avec des outils de haut de bilan, des tickets minimum de 500 000 € et une stratégie claire au service des politiques publiques. Une illustration de notre portefeuille qui va, comme vous le voyez, couvrir des thématiques très variées. Je parlais tout à l'heure de mobilité. Nous avons un certain nombre de sociétés dans le domaine de la mobilité et Zenbus est présent ici. Beaucoup de sujets autour de la participation citoyenne, autour du partage, de la donnée. Donc là aussi, vous aurez des illustrations de ce que nous faisons et également des sujets moins grand public, peut-être plus structurants aussi sur certains écosystèmes, la confiance numérique notamment.
Et puis, j'espère que vous connaissez tous, mais nous sommes actionnaires de Quant aujourd'hui au titre de la confiance numérique et au titre de l'aide au développement d'un acteur européen sur la recherche et sur la concurrence aux grands acteurs américains, dont Google. Donc ce portefeuille, comme vous le voyez, est assez varié. C'est quelque chose que nous faisons vivre. Nous soutenons l'ensemble de ces sociétés pour qu'elles trouvent leur marché. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'illustrer cette intervention, parce qu'on peut se poser la question, mais en quoi l'investissement de la Caisse des dépôts peut aider ces sociétés, en quoi ça aide les collectivités surtout. Donc l'idée aujourd'hui, c'est à travers la présentation de Zenbus, de Cap Collectif et de Open Datasoft, d'illustrer ce que nous attendons de ces sociétés-là et en quoi notre participation les aide à conquérir l'ensemble du marché national, voire plus loin, évidemment, puisque nous n'avons rien contre les sociétés qui vont à l'étranger également. Donc, je vais d'abord accueillir Océane. Donc, Océane, qui fait partie de la société Zenbus. Océane, vous êtes business developer chez Zenbus. Expliquez-nous ce que fait Zenbus et puis comment vous voyez l'action de la Caisse des dépôts au soutien de Zenbus. Bonjour à tous. Effectivement, Zenbus, nous, on fait quoi? Donc, on fait de la géolocalisation en temps réel sur tout l'écosystème du transport public. Donc, effectivement, on intervient en premier lieu donc, sur la phase finale au niveau donc, du voyageur. On leur apporte du coup cette donnée de temps réel de savoir exactement où est son bus. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous déjà loupé notre bus au moins une fois, parfois même de très très peu. Et donc du coup, aujourd'hui, Zenbus intervient dans ce cadre-là pour justement rassurer le voyageur et également l'aider à préparer son trajet. Donc voilà, pour illustrer vraiment mes premiers mots. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, Zenbus, donc nous, on intervient sur 150 réseaux en France et à l'étranger. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va intervenir sur plusieurs réseaux, que ce soit urbain, interurbain, scolaire, et on intervient pour tout le monde. Donc comme je l'expliquais en premier lieu, donc pour les voyageurs, de façon à ce qu'ils puissent voir leur bus, mais pas que. On va faire en fait également toute la partie d'aide à l'exploitation. Donc pour l'exploitant, il va pouvoir maîtriser et analyser son exploitation. L'autorité organisatrice va pouvoir mieux comprendre et justement adapter son offre. Et pour finir, également le conducteur qui, lui, va pouvoir réguler sa course en fonction des outils déployés. Donc effectivement, on s'est rendu compte que sur beaucoup de réseaux, que ce soit des petits réseaux comme des grandes métropoles, aujourd'hui, elles ne vont pas pouvoir intervenir parce que, ils vont trouver des services qui vont être trop difficiles, trop chers. Donc c'est pour ça que nous, Zenbus, on va les aider. Donc du coup, on va pouvoir les aider par une simplicité d'installation. Historiquement, on va installer directement un smartphone dans les véhicules, donc par le biais de Zenbus Driver. On est sur un service SaaS, donc qui reste très agile. Et on va effectivement venir également installer des boîtiers pour rendre la manipulation complètement invisible pour le conducteur, tout en l'aidant à comprendre son offre côté supervision. Pour finir, Zenbus vient également s'intégrer et fonctionner à travers plusieurs partenaires déjà en fait présents sur les offres pour venir en fait travailler main dans la main, notamment avec des partenaires tels que l'Annexe 11, Billettique et Wi-Fi. Pour parler de concret, on va être présent sur la ville de Bernay, notamment sur le réseau urbain. Lisieux également que l'on vient d'ouvrir. Je parlais tout à l'heure de contexte scolaire. Aujourd'hui, on va travailler avec Le Havre uniquement dans son contexte scolaire, donc avec la CODA. Et puis pour parler de Caen, parce que je sais, j'ai croisé beaucoup de personnes de Caen aujourd'hui, donc on travaille également avec Keep Calm, on change le tram. Donc voilà, c'est le réseau de substitution au tram où on intervient uniquement sur leurs 2 lignes pour leur permettre en fait de mieux gérer l'offre de travaux.
On vient également du coup aider ces réseaux avec une info voyageurs de qualité. Aujourd'hui, Zenbus, on est une réelle communauté. On a aujourd'hui 4,6 millions de sessions voyageurs avec plus de 290 téléchargements. Faut savoir que quand je dis communauté, c'est vraiment une valeur forte aujourd'hui. On a même des retours sur Twitter directement ou sur Facebook de voyageurs. Donc ça reste très dynamique et très sympa. À travers notre communauté, justement, on a pu leur poser directement la question en s'adressant directement à eux pour pouvoir ensuite communiquer ces retours directement aux agglos pour qu'elles puissent voir en fait à quel point justement ce service reste innovant et agréable pour le voyageur final. Donc on peut se rendre compte sur les études que 80% des voyageurs finalement vont utiliser Zenbus et du coup les inciter à prendre davantage les transports en commun. Il y a un article qui est sorti notamment sur Alès où effectivement on est venu contribuer à leur hausse de fréquentation, notamment de 30% sur leurs réseaux urbains. Donc ce qui reste très intéressant aussi pour eux. On vient également, du coup, comme je le disais, aider les autorités organisatrices et les exploitants à mieux comprendre, analyser leur offre avec toute une aide à l'exploitation. Donc là, je vous partage notre modèle de supervision qui est en cours de mise à jour. Donc vous avez en fait cet écran en live, c'est-à-dire que ce que les voyageurs voient en live, eh bien, les exploitants vont aussi pouvoir analyser en live leur réseau, pouvoir du coup répondre aux objections et aider finalement à concrétiser leur offre par le biais justement de ces retours avec des alertes en live, le taux de ponctualité, etc. Juste revenir sur le slide précédent, vous avez en exclusivité la nouvelle plateforme qui n'est pas encore lancée, hein, c'est ça, Océane, c'est incessamment sous peu, c'est quelques jours, quelques semaines. Je dirais même un peu plus. Un petit peu plus, bon, disons ça. À l'issue de l'été, quoi. Exactement, à l'issue de l'été. Voilà, donc là, c'est en cours. Aujourd'hui, on a quelque chose de moins sexy. Et voilà, Zenbus reste quelque chose d'attractif. Donc, que ce soit, je ne sais pas si vous avez téléchargé l'application, mais je vous y invite vraiment. On reste vraiment sur une plateforme ludique, dynamique, avec voilà, une plateforme qui reste assez sexy. Et sur le côté supervision, on le retrouve également. Et en tout cas, qui reste pour nous une vraie force par le biais de notre designer interne. Pour finir, Zenbus, vous le savez, dans le cadre de la loi LOM, par le biais de nos données existantes, donc GTFS, GTFS-RT, donc, qui sont des flux transport, je vais pas m'avancer trop dessus, mais voilà, aujourd'hui on est sur l'ouverture des données. Aujourd'hui on reste pionnier, je dirais, dans ce partage en étroite collaboration avec le gouvernement, donc avec des données qui ont été certifiées et qualifiées par celui-ci. Et du coup, par ce biais-là, en fait, les agglomérations deviennent les meilleurs élèves français, je dirais, sur ces données-là aussi. Mais je pense que Frédéric, du coup, en parlera mieux que moi là-dessus. Voilà. Merci. Merci, Océane. Donc, juste pour expliquer la démarche, nous, quand on a investi, c'est en avril 2017 dans Zenbus, l'idée était d'apporter un service qui est au moins à la hauteur de ce qui se passe dans les grandes villes en termes de géolocalisation en temps réel, parce que ce n'est pas disponible dans toutes les grandes villes, et ça, de le fournir à tous les territoires et à tous les types de lignes de transport. Donc là, c'est vraiment une offre qui répond à nos objectifs d'apporter des solutions à toutes les typologies de territoires. Merci, Océane. Tout à fait, merci. On va enchaîner sur un autre exemple. Maxime... Donc parfait, la présentation est déjà lancée. Maxime, tu es business developer également chez Cap Collectif. Donc Cap Collectif, c'est un autre sujet, c'est la participation citoyenne. Vous vous revendiquez générateur d'intelligence collective. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Exactement, oui. Donc, merci beaucoup. Donc Cap Collectif conçoit et propose une plateforme numérique de concertation publique. Il s'agit d'une plateforme éditée en mode SaaS qui en fait va servir aux collectivités territoriales, notamment, mais pas seulement, à associer leurs habitants, les citoyens de leur territoire, à leur réflexion et à leur prise de décision. Je vais passer la slide. Le bouton vert.
Voilà, donc aujourd'hui, Cap Collectif est le premier prestataire des structures publiques pour la mise en œuvre de démarches de participation publique en ligne. On compte aujourd'hui plus de 150 clients, dont une quarantaine de collectivités territoriales, donc plus de 750 projets participatifs. On est une équipe de 23 salariés. Il y a encore, on est né en 2014 et il y a encore quelques années, ils étaient seulement 4. Et donc, on est aujourd'hui soutenu dans notre développement par la Caisse des dépôts. Une levée de fonds de 2 millions d'euros a été effectuée donc fin d'année 2017 afin de soutenir le développement technique de notre plateforme, le développement également de nos équipes et puis notre diffusion sur le territoire. Donc notre plateforme en fait se présente finalement comme un site internet on ne peut plus classique, à la différence qu'il comprend un certain nombre d'applications, un peu comme sur votre smartphone. On parle de modules participatifs qui permettent en fait d'initier différents types de démarches auprès de votre public. Bien souvent, les collectivités avec lesquelles on travaille vont nous demander, solliciter, en tout cas se munir d'une plateforme pour un usage spécifique. La moitié, par exemple, de nos collectivités, qui sont, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, des villes, des départements, des régions, commencent, par exemple, par le budget participatif, qui a le vent en poupe ces dernières années. On en voit se développer pas mal sur le territoire. Et l'avantage en fait, qu'on va leur proposer, c'est de disposer d'un outil malléable, évolutif, puisqu'en fait, en se munissant d'une plateforme, elles ne vont pas seulement disposer de l'application de budget participatif, mais des 7 autres, pour un coût qui ne va pas varier. Donc moi je l'illustre souvent comme ça, on propose une sorte de boîte à outils de la participation publique, une boîte à outils de la démocratie participative, et ensuite les collectivités donc, se munissent d'une plateforme via un abonnement mensuel, un système de licence, de forfait, et ensuite elles vont pouvoir aller piocher à l'intérieur de cet outil eh bien, le module qui correspond au moment donné le plus à ses objectifs. Et donc il est tout à fait possible de mettre en œuvre ces différents modules simultanément, et c'est ce que font la plupart des collectivités avec lesquelles on travaille. Donc on a quelques fonctionnalités également sur le côté, puisque je le disais, c'est un site internet qui va être entièrement personnalisable. On développe une solution en marque blanche, donc on peut vraiment la brander à l'image de la collectivité. Il s'agit d'un site vraiment qui vient souvent se mettre en complément du site institutionnel, avec un module d'agenda, un module d'actualité, etc. On va vraiment pouvoir développer sa com également sur le site. Quelques exemples de cas d'usage, mais avant pour commencer, dans notre actualité la plus immédiate et celle qui a fait parler de nous ces derniers temps, on a mis en œuvre la plateforme numérique qui a servi à la remontée des contributions du grand débat national, qui a généré plus de 2 millions de contributions et qui a rassemblé, je crois, plus de 500 000, 600 000 participants. Donc on est fiers de pouvoir dire aujourd'hui qu'on a une solution technique qui a fait ses preuves, qui tient la route, qui est capable de tenir un haut niveau de charge. Et au niveau des collectivités, on a quelques cas d'usage que je vais vous présenter ici. Alors les liens sont cliquables et pour le coup, on ne va pas forcément avoir l'occasion de rentrer sur les plateformes tout de suite. Pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés, je pourrais leur faire une démonstration ensuite. La région Occitanie s'est munie d'une plateforme dans le cadre de la définition de son plan alimentaire régional. C'est une enquête dans laquelle on va tenter d'aller chercher les priorités ressenties, en tout cas des citoyens et des habitants de la région. Voilà, comment devrait être constitué, défini le plan alimentaire régional. On a la région Bretagne qui fait des choses du type appel à projets touristiques expérimentaux. Donc là, ça se passe selon un processus en étapes où on a d'abord les déposants qui proposent au travers d'un formulaire de dépôt leur projet. Ensuite, c'est analysé par les services de la collectivité. Puis ensuite, le vote final des habitants vient conclure la démarche. La PAC également, qui a fait l'objet d'une consultation en région Bretagne. Et plus récemment, la région Réunion, qui, elle, a été, par rapport aux deux autres, un petit peu plus loin dans l'utilisation de la plateforme, puisqu'elle a mis en place une boîte à idées régionale, où les gens viennent déposer un petit peu leurs nouvelles idées, et puis questionne en ce moment, enquête en ce moment, ses habitants sur la mise en place de la ligne
TGV ou en tout cas ligne régionale sur le territoire, et puis qui consulte sur la mise en œuvre d'un conseil consultatif citoyen. Au niveau des départements, très rapidement, la Corrèze, les Hauts-de-Seine, le Nord, qui sont aussi sur de l'appel à projet, du questionnaire. Au niveau des Hauts-de-Seine et du Nord, on a une thématique commune, celle de l'autonomie des seniors. Donc là, un appel à projet, un appel à initiative sur que devrait-on mettre en place, financer au niveau du département pour favoriser cette autonomie et la mise en place de dispositifs adéquats. Enfin, au niveau des villes, je le disais tout à l'heure, la moitié de nos collectivités clientes nous sollicitent pour du budget participatif. Donc, le budget participatif, c'est une démarche qui va consister pour la collectivité à allouer une enveloppe budgétaire à des projets qui vont être d'une part proposés par les habitants et ensuite votés par eux. Donc ça se passe selon un processus en 3 phases. Dépôt des projets, totalement libre. Les gens, vous, nous, on peut proposer n'importe quel projet qui correspond aux compétences de la ville. Ça peut être un jardin municipal. Enfin voilà, c'est souvent il y a pas mal de, un petit peu des lauréats comme ça que l'on voit souvent se reproduire, mais on a pas mal de choses aussi qui vont être un peu plus transversales. Donc le budget participatif, dépôt des projets, analyse par les services de la collectivité, puis vote final des habitants sur les projets qui seront bel et bien réalisés par la collectivité. Chevreuse a mis en place une boîte à idées et puis questionne en ce moment, enquête ses habitants sur à la fois des projets d'aménagement urbain et puis sur le dispositif de communication de la ville, le magazine d'information. Et puis Bourg-la-Reine qui en ce moment fait un appel à la candidature. Donc on a notre plus petite collectivité cliente compte 3700 habitants. La plus grosse, on va aller sur les régions qui, elles, vont rassembler plusieurs millions. Donc 5 000, 16 000, 20 000, 50 000, etc. On n'a aujourd'hui pas forcément de spécialisation sur les grosses villes, même si forcément en termes de développement, c'est par elles qu'on a commencé, puisque c'est souvent là qu'on a un service démocratie participative un petit peu plus structuré. Voilà. Toutes ces collectivités, on les rassemble pour aussi permettre l'échange entre praticiens, entre agents territoriaux sur comment je constitue une démarche participative. On a par exemple la métropole de Rennes qui a été la précurseur au niveau des budgets participatifs qui aujourd'hui donne un peu le ton et qui a inspiré pas mal de villes et de régions en France. Voilà, quelques chiffres clés, plus de 2 millions de citoyens impliqués, etc. etc. Voilà, comme je le disais, 42 collectivités clientes. Voilà, si vous avez d'autres questions, ou en tout cas si vous souhaitez avoir des informations un peu plus précises, notamment de tarification, de fonctionnalités, etc., je serais ravi d'y répondre ensuite. Merci bien. Merci Maxime. Donc là encore, l'illustration de la volonté de la Caisse des dépôts de développer ce type de solution. 2014, quand Cap Collectif se positionne sur la participation citoyenne, c'est quand même une démarche qui est très en amont. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une tendance assez incontournable pour tous les types d'acteurs, que ce soit privé, public. Toutes les collectivités ont aujourd'hui la sensibilité de consulter leurs citoyens et leur environnement pour définir des projets. Donc c'est vraiment, en tout cas, l'illustration de ce que nous, on souhaite faire pour tous les territoires, encore une fois, et dans une logique d'inclusion de l'ensemble des populations des territoires. Autre sujet, Frédéric. Autre sujet. Alors responsable des collectivités territoriales chez Open Data Soft. C'est ça. Alors Open Data Soft, leader européen des plateformes de partage de données, dans le public et aussi dans le privé. J'espère que tu en diras un mot. Oui, tout à fait. Ouais, je compte en dire un mot, d'autant plus qu'on travaille, comme notre nom l'indique pas forcément, pas que sur des problématiques d'ouverture de données, mais de partage de données dans des environnements un peu plus privés, et aussi bien avec des acteurs publics que privés. Aujourd'hui, même majoritairement des acteurs privés. Donc, je l'évoquerai. Oui, très bien. Donc, bonjour à tous déjà. Vous présentez Open Data Soft en quelques mots. Alors, Open Data Soft, c'est une plateforme d'agrégation et de distribution de données. Vous avez vu notre nouveau slogan là, qui date de quelques semaines maintenant, c'est « Faites briller vos données ». Donc, l'idée derrière Open Data Soft, c'est vraiment ça, c'est de donner la visibilité et donner la valeur, la juste valeur aux données qu'elles méritent au sein d'une organisation ou à un sens un peu plus large.
Alors donc la plateforme qui est une plateforme informatique, logicielle qui est distribuée en SaaS, un peu à l'image de ce qu'ont expliqué mes collègues précédemment, elle est née d'un constat qui est celui de la production de la donnée. Nous sommes, les collectivités, les entreprises, tous producteurs de data. Que ce soit des data qui viennent des habitants, qui viennent du sport, du tourisme, j'en ai mis quelques-uns, de tiers, de partenaires tiers, de délégataires de services publics, des données environnementales, etc., culturelles. Et on voit aussi 2-3 petits logos qui nous parlent un peu à tous et qui sont aussi des systèmes éminemment producteurs de données. Et l'idée derrière tout ça, c'était de dire ces systèmes donnent naissance à des silos un petit peu de données au sein des organisations et qui ne sont pas du coup exploités comme ils devraient l'être. Donc, on a souhaité mettre en place une plateforme qui serait simple à installer, simple à utiliser et qui permettrait d'aller connecter ces différents silos, de les connecter entre eux pour faire naître encore plus de valeur, faire parler un peu plus la donnée, et puis de la redistribuer. Et là aussi, la redistribuer pour que tout le monde puisse comprendre. Nous ne sommes pas tous égaux devant la donnée. Un data scientist, lui, va avoir besoin de fonds de données brutes pour pouvoir vraiment l'exploiter, la faire parler. Et à côté de ça, on a des administrés qui, eux, vont avoir besoin, par exemple, de connaître les informations de sondage ou les informations de déplacement. Donc voilà, il faut restituer la donnée sous différentes formes. Alors en France, quand on parle de territoire, donc je vais commencer par parler un petit peu de territoire, parce que historiquement, en fait, c'est vraiment avec ces acteurs-là que l'on a travaillé. Alors en France, il y a un cadre un petit peu précis sur l'open data, ce mouvement, cette tendance qui vient d'Amérique du Nord et qui, en fait, a été largement appuyé par les autorités françaises au travers notamment d'un texte réglementaire qui est celui de la loi pour une République numérique, avec une disposition incitant les acteurs de plus de 3500 habitants et 50 agents à ouvrir leurs données, à publier des données en open data. Donc ça, c'est un cadre, c'est vrai, qui a été assez moteur. Alors c'est assez récent, puisque c'est rentré en application en 2018, donc c'est un texte qui date de 2016, mais malgré tout, qui a, j'allais dire, accéléré un peu une tendance que des pionniers avaient amorcée, comme on a parlé pas mal de Rennes Métropole au préalable, qui avait lancé ce mouvement, et donc là, voilà, on a eu une amplification du mouvement. Et donc, l'idée que l'on a eue au-delà de la simple ouverture des données, ouvrir ces données, ça peut être aller sur le site web, le site institutionnel de la collectivité et publier 2-3 jeux de données. Mais en fait, on ne voit pas ça forcément comme une fin en soi. Par contre, on a vraiment identifié des enjeux à partager les données pour une collectivité. Et ces enjeux, pour être un petit peu schématique, on pourrait les représenter sous trois axes. Un premier axe qui serait celui d'un axe horizontal, le partage de la donnée. Donc, au sein d'une organisation, typiquement, casser les silos organisationnels, mieux travailler ensemble. Je vais donner un exemple. On recherche tous le dernier fichier du budget ou le dernier fichier des subventions. Plutôt que de prendre son téléphone et appeler le service voisin, on a une plateforme qui va pouvoir permettre d'aller chercher facilement la donnée, de la retrouver et être sûr aussi que la version qu'on va utiliser sera effectivement la dernière version publiée. Donc, ça va œuvrer en faveur de la collaboration, de développement de l'efficacité opérationnelle. Mais un deuxième enjeu que l'on constate, alors c'est celui qui pourrait être vertical. Alors l'open data rentre clairement dans cette démarche-là, c'est celui de la communication, la transparence. Aujourd'hui, nous sommes tous demandeurs, et c'est vrai qu'on peut parler d'acteurs publics, mais c'est encore plus vrai avec des domaines privés. Nous sommes tous plus demandeurs de transparence, de communication de ce qui est fait avec l'argent public, avec beaucoup d'informations que nous estimons qu'il doit être partagé plus largement. Donc, la diffusion de la donnée se fera aussi au travers d'une plateforme. Alors, là aussi, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux et diffuser du fichier brut, c'est pas ce qui va parler. Par contre, une mise en scène, ce que va permettre notre plateforme au travers de différents modules de visualisation, de cartographie, d'édition de graphes, va pouvoir accompagner. Publier ainsi des informations sur le potentiel photovoltaïque avec le plan de la ville, avec des représentations sur une carte, avec des cartes de chaleur.
ça va être beaucoup plus parlant qu'un simple fichier CSV qui fera 1 million de lignes, par exemple. Donc, il y a cet aspect-là. L'aspect vertical, il concerne aussi la collectivité, les services de la collectivité, et en particulier les élus. Comment prendre les bonnes décisions à l'échelle d'un territoire si on ne s'appuie pas sur des informations justifiées, consolidées. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de dire on a besoin d'une plateforme qui va permettre de pouvoir représenter tous ces réservoirs de données qui sont généralement les uns à côté des autres, mais par contre, du coup, dans une vue synthétique. Donc ça peut prendre l'aspect d'un tableau de bord de pilotage territorial pour que lorsque monsieur le maire décide de déployer des programmes, enfin encourager le déploiement de programmes immobiliers dans un quartier, il le fasse en connaissance de cause avec l'ensemble des infrastructures, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau de la mobilité, etc., etc. Donc vraiment avoir cette vue un peu complète, quoi. Et le troisième axe que je vais évoquer, qui est un peu le retour d'expérience de ce que font nos clients aujourd'hui, cet axe est transverse. C'est un peu ce qui réunit tous les acteurs qui sont sur ce salon. C'est l'axe de l'innovation. Faire en sorte que la publication de données ne reste pas forcément morte quelque part, mais vienne alimenter d'autres services. Alimenter des services à l'usager, comme ce que présentait Océane tout à l'heure, vraiment un calculateur d'itinéraire, une application de reporting d'informations, ça va être très important parce que ça va pouvoir venir consommer de la donnée qui sera publiée sur une plateforme Open Data. Donc ça, en fait, voilà, c'est un petit peu les quelques grands axes qu'on constate aujourd'hui, qui sont un peu le fruit des 7-8 ans d'existence que nous avons à ce jour, en fait, notre 8e anniversaire en 2019, et qui quelque part contribue aussi à l'enrichissement de toute une communauté entre acteurs publics et acteurs privés, qui viennent faire naître des cas d'usage et enrichir un petit peu la façon dont on va pouvoir utiliser notre plateforme. Alors, j'ai juste deux petites captures d'écran. Alors là aussi, c'est cliquable notamment, mais bon, voilà, ceux qui seront intéressés, on pourra tout à fait visiter d'autres portails. J'ai pris 2 portails publics. Je veux dire un mot juste ensuite d'un portail privé. J'ai pas la capture. Le premier, c'est notre deuxième plus petit client. C'est une ville normande. C'est Fleury-sur-Orne. C'est une ville de 4200 habitants, et qui a décidé de s'engager dans une démarche d'ouverture de ces données, principalement dans un souci de transparence, de communication. L'idée derrière tout ça, c'était de publier alors des informations qui seraient informatives et aussi utiles pour les acteurs du territoire. Vous voyez notamment dans, je vois, dernière modification, base sirène, doit avoir l'implantation des entreprises du territoire. Ça va être des éléments comme ceux-ci qui vont être clés et œuvrer en faveur du développement économique de ces territoires. Donc ce petit acteur, il est client chez nous. Il a construit sa plateforme de manière quasi autonome, après une petite formation, et il bénéficie des mêmes fonctionnalités que cet autre gros acteur, voilà, qui est une région, en ce sens où on n'a pas de différenciateur fonctionnel, on a un produit, une solution, mais on adresse un peu tout type de clients parce que effectivement la donnée et la valorisation de la donnée concerne tout le monde. Donc là, région Centre-Val de Loire, avec une petite particularité, c'est celle de la ponctualité des trains régionaux. Je dis juste un petit mot là-dessus. C'est une démarche que, en tant qu'autorité organisatrice des transports sur son territoire, la région Centre-Val de Loire a entreprise de rendre des comptes aux administrés sur la ponctualité des trains. Donc on y retrouve, pour ceux qui sont intéressés, on retrouve sur le portail des sortes de tableaux de bord avec des indicateurs visuellement très explicites, rouge, vert. Devinez ce que ça peut représenter. Et on peut voir, mois par mois, la ponctualité des trains sur chacune de ces lignes. Avantage pour les utilisateurs finaux, ça leur permet de voir comment évolue la ponctualité. Également enclencher des démarches de compensation. Et puis aussi, du point de vue de la région, d'avoir presque une démarche de négociation par rapport à la SNCF qui fournit ces données et qui, du coup, permet de suivre des indicateurs qui sont fixés contractuellement. Donc je crois que c'est le seul exemple, juste avant de nous présenter. Le dernier, j'en dis juste un mot, c'est un acteur privé. Aujourd'hui, on travaille avec 220 clients. Cette semaine, il y a 2 jours, on a ouvert le portail d'un bel
nouvel acteur privé qui est le groupe Kering, donc groupe de luxe avec plusieurs marques, et qui, pareil, dans un objectif de communication, de transparence, a ouvert ce portail de communication sur ces données de responsabilité sociétale et environnementale. L'idée derrière ça, c'était de dire nous devons de rendre des comptes sur un secteur aussi sensible que celui du luxe, celui des vêtements en particulier, de comment sont produits et de quelle façon, avec quel impact environnemental sont produits les vêtements. Donc c'est d'ailleurs le président Macron qui a missionné la famille Pinault de porter ce chantier en fait de communication. Et donc voilà, nous sommes un peu un facilitateur en fait de cette démarche de communication environnementale, des impacts environnementaux. Donc je vous invite à visiter ce site parce qu'il est déjà visuellement très agréable et puis il est très intéressant dans la démarche. Et j'espère qu'il fera des émules sur pas seulement dans le domaine du luxe, mais dans d'autres domaines aussi. Voilà, donc 220 clients, on est une soixantaine, on est présent aujourd'hui dans 18 pays, donc avec une plateforme qui est traduite dans diverses langues, et voilà, avec un point commun, celui de la valorisation de la donnée. Merci Frédéric. Un long chemin parcouru par Open Data Soft depuis le positionnement initial sur l'open data collectif public et puis maintenant des cas d'usage très très divers. Moi, lors de votre dernier événement annuel, j'avais été assez sidéré par l'exemple de SNCF Ingénierie qui, sur un métier extrêmement technique, utilise la plateforme, je pense que c'est toujours le cas, pour partager entre les différents services techniques les informations, les données et mieux communiquer entre services techniques qui ont plutôt l'habitude de travailler chacun dans leur coin. Donc voilà, une plateforme qui peut accueillir des cas d'usage très, très variés. Merci beaucoup à tous les trois. Peut-être qu'on a quelques minutes. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Non, pas de questions. On a été trop clair. Tout le monde dort. Non. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et merci Frédéric, merci Océane, merci Maxime. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.